Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants de cet endroit que nous appelons l'univers. Sur Terre, nous sommes entourés de liquide. Nous en sommes même constitués. Mais notre monde est différent des autres. Quand on regarde les étoiles et les planètes qui peuplent le cosmos, on voit que les éléments liquides sont très rares. Et lorsqu'on en découvre, ils s'écoulent de façon étrange au sein de mondes bizarres. C'est un environnement où rien de ce que l'on construit sur Terre ne tiendrait plus d'une fraction de seconde. De nouvelles découvertes sont en train de changer définitivement nos connaissances sur les bouillonnements et les remous de la matière dont est fait l'univers liquide. Les liquides couvrent près de 75% de la surface de la Terre. Ils s'échappent du sol, tombent du ciel, et nous nous en servons pour éclairer et chauffer nos villes et alimenter nos moteurs. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le reste de l'univers. Les liquides ne sont qu'une infime fraction de la matière. L'univers est essentiellement constitué de gaz, soit de gaz interstellaire, autrement dit le gaz qui est entre les étoiles, soit de gaz à l'intérieur des étoiles mêmes, soit de l'atmosphère des planètes. Tout le reste est la matière solide. Les planètes sont constituées de matière solide. Il n'y a vraiment que très peu de liquide. C'est ce qu'il y a de plus rare dans l'univers qui semble être le plus important. S'il n'y avait aucun liquide dans l'univers, je pense que la vie, telle que nous la connaissons sur Terre, n'existerait pas. Quand on observe d'autres systèmes planétaires, on se dit qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie qui n'auraient pas besoin de liquide quelconque. Mais à l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer comment cela fonctionnerait. Où trouve-t-on des liquides dans l'univers? Et de quoi ont-ils besoin pour exister? On ne peut trouver des liquides que dans des régions où la température et la pression leur conviennent précisément. Et l'une de ces régions est Titan, le plus gros satellite de Saturne. Titan est enveloppé d'une atmosphère épaisse, 50 fois plus dense que celle de la Terre. Mais sous son ciel orange et brumeux, faiblement éclairé par le soleil, scintillent des lacs. Si on plaçait une webcam sur Titan, simplement pour observer le paysage, on pourrait se croire sur la Terre. Mais s'il y avait un thermomètre sur l'appareil, on s'apercevrait qu'il y fait plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. 290 épouvantables degrés en dessous de zéro pour être exact. Et le liquide ici n'est pas de l'eau, mais du méthane. Parmi les mondes de notre système solaire, il n'y a que 2 qui possèdent des liquides en surface. Si l'on cherche une faible densité, des liquides qui s'écoulent et peuvent former des lacs, on trouve cela sur la Terre avec l'eau et sur Titan avec le méthane. Mais comment un élément qui sur Terre est un gaz peut être un liquide sur Titan? La plus grande différence entre Titan et la Terre, c'est leur température respective. Titan est beaucoup plus éloigné du Soleil. Il ne reçoit qu'un rayonnement très faible et c'est donc un monde très froid. De ce fait, les mêmes éléments se comportent différemment sur chaque planète. On peut imaginer une scène de ce type sur Titan. Mais le liquide qui clapote sur les rives sera du méthane liquide. Un liquide transparent sur lequel un léger vent, comme celui que nous sentons aujourd'hui, crée peut-être quelques petites vagues. Cette rive blanchâtre est de l'eau gelée, de l'eau glacée, aussi dure que de la pierre. Ici, la glace remplace la pierre et le méthane l'eau. À une température aussi basse, il n'est pas étonnant que l'eau se transforme en glace solide. Mais quelle est la relation entre l'état de la matière, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, et la façon dont les molécules qui la constituent réagissent entre elles?
C'est un peu comme un troupeau de moutons qui va réagir différemment en fonction de la situation. Considérons ces moutons comme des atomes ou des molécules. Ils peuvent aussi prendre différentes formes. Là, par exemple, ils sont regroupés. Ils bougent peu puisqu'ils sont parqués. C'est un peu comme l'eau à l'état solide, comme la glace. Dans un élément à l'état solide, les molécules sont parquées les unes contre les autres. Elles ne peuvent pas bouger. Lorsque l'eau bout et produit de la vapeur, elle change d'état. D'un liquide, elle devient un gaz. Dans un gaz, les particules qui le constituent, que ce soit des atomes ou des molécules, ont tendance à errer de manière assez chaotique, aléatoire. Elles bougent plus vite lorsque la température s'élève. Ici, les moutons se déplacent dans un grand champ, libres de se promener dans tous les sens. Ils ne doivent pas nécessairement rester ensemble. Ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Ces moutons sont comme un élément à l'état gazeux. Ils sont éloignés les uns des autres, il y a beaucoup d'espace entre eux, et ils peuvent bouger sans contrainte. Mais un liquide comme l'eau est magique. C'est une matière qui est dans le flou entre la structure rigide du solide et la dispersion aléatoire du gaz. Dans un liquide, les atomes ou les molécules sont sous la contrainte de leurs voisins. Ils ont tendance à couler ensemble. Ils peuvent parfois se dépasser, mais ils se déplacent ensemble. Quand les moutons sont en troupeau, sous la contrainte du berger, ils vont ensemble d'un endroit à l'autre. On peut y voir l'image d'un élément liquide. Ils se déplacent légèrement, mais ne s'éloignent jamais vraiment du troupeau. Ils se déplacent tous ensemble. On pourrait dire qu'ils s'écoulent ensemble. Sur Titan, les températures extrêmes gardent les molécules de méthane collées ensemble, sous forme liquide. Celles-ci se déplacent donc comme un troupeau de moutons. Sur notre planète, le méthane est un gaz. Ces molécules flottent de façon aléatoire, comme ces moutons en liberté. Pour le transformer en liquide, pour que les molécules de méthane soient aussi serrées qu'un troupeau, les scientifiques doivent leur faire subir une pression 300 fois supérieure à celle qui règne à la surface de la Terre. On utilise le méthane essentiellement pour se chauffer ou faire la cuisine. C'est donc une source d'énergie importante, qu'il s'agisse de produire de la chaleur ou une énergie de propulsion. Le méthane liquide est une source d'énergie tellement puissante que la NASA le teste comme éventuel carburant pour ses fusées. À l'heure actuelle, des vaisseaux spatiaux sont lancés avec des réservoirs d'hydrogène liquide. Pour les lancements, le méthane serait plus économique, car il est plus léger et plus dense que l'hydrogène liquide. Et comme celui-ci, le méthane liquide s'enflamme facilement, grâce à la présence d'oxygène. Mais sur Titan, l'atmosphère manque d'oxygène, et le méthane ne peut s'enflammer. Sur Terre, on trouve de l'oxygène et de l'azote. Sur Titan, il y a du méthane et de l'azote. Ce sont les deux seuls mondes du système solaire où l'on trouve de l'azote dans l'atmosphère. En ce sens, Titan est comme une sœur de la Terre. L'oxygène est un gaz explosif qui serait redoutable sur Titan, car il y a du méthane partout. Sur Terre également, le méthane est un gaz dangereux, car nous sommes entourés d'oxygène. Sur Titan, le méthane liquide s'accumule dans des bassins dont certains sont aussi vastes que les grands lacs d'Amérique du Nord. Sur Titan, les lacs se trouvent au pôle Nord. Il y en a énormément. Au sud, on n'en a observé qu'un seul. Nous ne comprenons pas pourquoi les lacs se sont tous déplacés au nord et n'en ont laissé qu'un seul au sud. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de lacs au sud? Une récente découverte pourrait nous fournir un indice important. En août 2003, les spécialistes ont détecté la naissance soudaine d'une tempête autour de l'équateur de Titan. Cela peut signifier que le méthane liquide adopte le même cycle que l'eau sur Terre. Il s'évapore des lacs d'une certaine région, puis retombe sous forme de pluie pour créer des lacs dans une autre région. Sur Terre, des nuages éclatent de temps en temps dans les déserts. Il pleut très fort et l'eau s'engouffre dans les vallées arides. Titan est en grande partie comme un désert de méthane.
Quand il pleut, on a une vraie tempête qui déferle avec force en surface. Nous pensons que la capacité d'érosion du méthane, son aptitude à creuser des canaux et des vallées sur Titan, est très proche de celle de l'eau sur Terre. Si sur Titan les lacs sont regroupés au nord, c'est que cette région subit à l'heure actuelle une très longue saison de pluie. Saturne fait le tour du Soleil en 30 ans. Cela signifie que l'ensemble des 4 saisons sur Titan dure 30 ans terrestres. Chaque saison dure environ 7 ans. On pense qu'au printemps ou à l'automne, les pluies sont plus fortes, ce qui veut dire que quel que soit l'hémisphère où règne cette saison, il se forme de nombreux lacs. Mais le méthane ne tombe pas du ciel comme l'eau en raison de l'atmosphère épaisse et de la faible force gravitationnelle. Imaginez des gouttes de pluie 2 fois plus grosses que celles qui tombent sur Terre et bien plus lentes. Boum, boum, boum. Elles seraient extrêmement froides en touchant votre peau. Mais le méthane liquide n'est pas de l'eau. Et celui qui oserait plonger dans un lac de méthane aurait une mauvaise surprise. Il est rare dans l'univers de découvrir un monde, en dehors de la Terre, où l'on trouve un élément sous forme liquide. De loin, les lacs de méthane de Titan semblent familiers, et même accueillants. Mais il s'agit d'un endroit tout à fait étranger en réalité. Tout d'abord, la température des lacs est de plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. Et en supposant que l'on puisse supporter ce froid, nager dans un lac de méthane serait une expérience étonnante pour une raison tout à fait inattendue. La densité du méthane liquide est très inférieure à celle de l'eau. Le nageur serait donc trop lourd et coulerait. Je pèse 90 kg. Dans l'eau, mon poids est proche de zéro. Dans le méthane liquide, il serait de 36 kg. Imaginez-vous en train de faire du surplace dans un lac ou une piscine avec une ceinture lestée de 36 kg. Ce serait difficile. Mais ce serait la même impression que de nager dans un lac sur Titan. Le méthane est si transparent que des plongeurs auraient la sensation de regarder à travers de l'air liquide. Ce n'est pas le cas dans la plupart des lacs d'eau, car leur opacité n'est pas due uniquement à la pollution. C'est le résultat d'une caractéristique naturelle de l'eau, indispensable à la vie terrestre. Dans cette cruche, il y a de l'eau, dont nous connaissons les propriétés. Et ici, on a un liquide qui ressemble à de l'eau, mais qui n'en est pas. Il s'agit d'un hydrocarbure, analogue au méthane liquide de Titan. Les deux liquides se ressemblent, mais ne possèdent pas les mêmes caractéristiques chimiques. Pour montrer leur différence, je vais me servir de crackers. Ils sont constitués d'amidon, de sucre, de sel, et je vais les plonger dans les liquides. Voilà, les crackers sont dans l'eau. Et maintenant, je vais en prendre le même nombre que je plonge dans le liquide hydrocarbure. L'eau dissout très bien les éléments. C'est pourquoi elle est considérée comme un puissant solvant. Le méthane n'est pas aussi efficace dans ce domaine. Regardez ces crackers quand je les ressors. Ils sont toujours aussi craquants qu'auparavant. L'hydrocarbure n'est pas un excellent solvant. Le pouvoir dissolvant de l'eau vient de sa structure moléculaire. H2O est la molécule de l'eau, ce qui signifie qu'elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Quand on regarde la forme de la molécule, on a l'oxygène et les 2 petits hydrogènes au sommet. Cette structure signifie que l'un des côtés de la molécule d'eau a une charge positive et l'autre une charge négative. Les molécules d'eau sont comme de petits aimants qui circulent en remuant les éléments, en repoussant certains et en attirant d'autres. Par contre, le méthane est un faible solvant. Le méthane est un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène. Il ne possède pas de polarité et ne peut donc briser d'autres molécules. Comme l'eau dissout les matériaux avec lesquels elle entre en contact, elle peut se transformer en une soupe riche et parfois trouble. Dans l'eau,
Les organismes qui ont évolué pour vivre dans une soupe riche comme celle-ci vont être petits et compacts. C'est ce que l'on trouve sur Terre. Les micro-organismes sont petits et compacts et ils puisent leurs nutriments dans l'eau. Mais le méthane pourrait être un liquide adéquat pour une autre forme de vie. Imaginons un organisme sur Titan qui observerait la Terre et verrait de l'eau. Il ne croirait pas un instant que quoi que ce soit puisse vivre dans un liquide aussi agressif et réactif, et se dirait qu'aucune forme de vie ne peut exister sur Terre, que ce liquide est trop hostile. Un visiteur extraterrestre pourrait être attiré par Titan ou par la Terre, car des éléments liquides coulent à leur surface. Sur la Terre, il y a plus d'1 million de milliards de mètres cubes d'eau. Mais cela n'impressionnerait peut-être pas les voyageurs interstellaires autant que ça, car aucune de nos 7 mers ne fait partie des océans les plus grands ou les plus profonds de notre système solaire. Jupiter, la 5e planète à partir du Soleil, recèle une mer immense et étrange qui s'étend sous ses mystérieux nuages. Pour aller observer ce liquide, il faudrait disposer d'un vaisseau spatial qui dépasse les limites de la technologie actuelle. Ce vaisseau devrait être en mesure de résister à d'énormes pressions et à des températures bien plus élevées que celles que l'on trouve à la surface du Soleil. Avec un volume de 1400 fois celui de la Terre, la géante gazeuse est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium. Mais sous ces nuages, il est un point où le poids de cette atmosphère devient si important que les gaz se transforment en liquide, des tonnes et des tonnes de liquide. Le voyage vers ce liquide commence à la limite extérieure de l'atmosphère de Jupiter, là où la pression de l'air est proche de celle qui règne à la surface de la Terre. Plonger à l'intérieur de Jupiter serait une expérience incroyable. On passerait d'abord à travers les couches supérieures des nuages, où l'on trouve de l'ammoniac, du méthane et d'autres composants très colorés et tourbillonnants, et tout cela dans un milieu de tempête. Cette explosion de couleurs résulte d'un étrange mélange de produits chimiques avec l'hydrogène et l'hélium. On trouve beaucoup de sulfure et d'autres composants dans l'atmosphère de Jupiter. En descendant dans les couches supérieures de cette atmosphère, on sentirait une odeur d'œuf pourri. Un voyage vers Jupiter commencerait d'une manière un peu désagréable. Tout comme les passagers d'un vol commercial qui quitte la très haute altitude, ceux d'un vaisseau spatial traversant l'atmosphère de Jupiter ressentiraient une forte pression dans leurs oreilles. Quand on s'enfonce dans l'atmosphère d'une planète, la densité devient plus forte, la pression plus grande et les gaz sont plus comprimés. C'est comme ce que l'on trouve sur Terre. Dans l'atmosphère supérieure, les pressions et les densités sont basses, elles augmentent à mesure que l'on descend. Après avoir descendu 20 000 km, c'est l'obscurité, car la lumière du Soleil ne peut passer à travers autant de matière. Mais à la fin, l'obscurité se lève. La lumière vient de l'océan de Jupiter, qui est juste en dessous. On ne plonge pas dans un océan sur Jupiter comme sur la Terre. Sur la géante gazeuse, il s'agit de traverser une vapeur de plus en plus dense, jusqu'à ce qu'elle devienne impossible de la distinguer d'un liquide très chaud. Ce liquide est de l'hydrogène. Cette mer embuée semble être la surface de Jupiter. Cela peut paraître impensable, mais cette planète possède un océan d'hydrogène liquide au-dessus d'un liquide encore plus étrange. Les liquides ne sont pas faciles à trouver dans d'autres mondes que le nôtre. Ils prennent souvent des formes que l'on ne peut imaginer sur Terre. C'est le cas de l'océan d'hydrogène de Jupiter. Aussi étrange que cela paraisse, le liquide le plus abondant dans l'univers est l'hydrogène liquide. Mais en fait, cela n'est pas si étrange que ça, car l'hydrogène est de loin l'élément le plus présent dans l'univers. Dans la plupart des régions de l'univers,
Les molécules d'hydrogène se déplacent de manière aléatoire, sous forme de gaz, comme un troupeau de moutons en pâturage ouvert. Mais les conditions qui règnent sur Jupiter ne permettent pas aux molécules de se déplacer aussi librement. La différence entre les différents états solides, liquides, gazeux dépend de la proximité des molécules entre elles. Sur Terre, on voit des liquides se former à partir de gaz lorsqu'on laisse un verre d'eau glacée dehors. Quand l'air chaud entre en contact avec la surface du verre froid, la chute de température diminue l'énergie des molécules d'air qui se rapprochent pour former un liquide. Il n'y a pas que la température pour affecter l'état d'un élément. La pression joue aussi un rôle très important. Comme on peut l'imaginer, elle écrase en quelque sorte. Plus elle est forte, plus elle écrase les molécules les unes contre les autres et transforme le gaz en liquide. Même dans l'espace interstellaire où il fait plus de 450 degrés en dessous de zéro, un verre d'eau s'évaporerait. Si l'on place ce verre d'eau dans l'espace, ce n'est pas la température, mais la pression qui va permettre aux molécules de s'envoler et de transformer l'eau en gaz. C'est l'inverse qui se produit à l'intérieur du four qu'est Jupiter, où les molécules sont comprimées par le poids colossal de l'atmosphère. Si on comprime les particules, elles ne vibrent pas beaucoup et ont tendance à se coller les unes contre les autres. Elles se mettent à couler ensemble sous une forme liquide. Si on transportait de l'hydrogène liquide sur Terre et que la pression ne suffise pas à le contenir, il suffirait d'une très petite quantité pour revoir ce que nous savons de la bombe à hydrogène. Ce ne serait pas une bonne idée de rapporter une tasse d'hydrogène liquide sur Jupiter, car la pression est énorme sur cette planète. Cela pourrait provoquer une explosion massive, pire qu'avec du TNT. Ce serait une catastrophe totale. Dans les océans d'hydrogène liquide de Jupiter, la température s'élève à plus de 17 000 degrés. Il y fait plus chaud qu'à la surface du Soleil. Dans les profondeurs, la lumière bleutée indique que nous avons atteint un autre type de liquide. C'est encore de l'hydrogène, mais sous une forme très spéciale. C'est de l'hydrogène métallique. C'est plus lumineux que le Soleil et plus bleuté que sa surface. C'est un environnement où rien de ce que l'on construit sur Terre ne tiendrait plus d'une fraction de seconde. Dans l'environnement extrême de Jupiter, les molécules d'hydrogène engendrent le comportement très étrange des océans. Les molécules d'un océan d'hydrogène liquide se déplacent ensemble comme ce troupeau. Ou plutôt, comme les autotamponneuses qui circulent sur une piste fermée. Ce qui fait la spécificité d'un liquide, c'est la capacité des atomes et des molécules à glisser les uns près des autres. Les atomes sont libres de se déplacer et ils se bousculent un peu comme ces autotamponneuses. Ils ne peuvent pas errer en liberté, mais changent constamment de voisin. À l'intérieur de chaque atome d'hydrogène, qu'il soit sous forme liquide ou gazeuse, un seul électron est attaché au noyau, siège du conducteur de l'autotamponneuse atomique. Mais à la surface de l'hydrogène métallique liquide, où la pression atteint 3 millions de fois ce que l'on connaît à la surface de la Terre, les molécules d'hydrogène pètent les plombs. L'hydrogène liquide devient en fait de l'hydrogène métallique liquide. Il se met à conduire l'électricité et à chauffer vraiment bien. À l'intérieur de l'hydrogène métallique de Jupiter, les électrons sautent de molécule en molécule et se séparent de leur noyau quand elles ont trouvé un nouvel abri. Ils transportent très bien les charges électriques d'un endroit à l'autre. C'est ce qui permet au courant de circuler. Personne ne voudrait se trouver là si quelqu'un envoyait un éclair, la foudre ou quelque chose dans ce genre, car l'électricité voyagerait facilement dans l'hydrogène métallique et nous ferait frire et disparaître.
Sur Terre, ce qui est le plus proche de l'hydrogène métallique, c'est l'acier liquide. Lorsqu'on verse l'acier liquide hors du chaudron, il est rouge tellement il est chaud. Il coule et conduit l'électricité. Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe à l'intérieur de Jupiter. À l'intérieur de Jupiter, l'hydrogène métallique liquide est différent de l'hydrogène liquide habituel, car il conduit l'électricité. Comme les électrons s'y déplacent librement, cela signifie que l'on peut avoir de forts courants électriques à l'intérieur de Jupiter, et cela crée automatiquement un champ magnétique. Le champ magnétique de Jupiter couvre une zone de 6 millions de kilomètres de diamètre. Il intercepte et dévie les particules chargées qui traversent notre système solaire. Mais le champ magnétique le plus important et le plus puissant de l'univers est généré par d'étranges corps stellaires qu'on appelle des étoiles à neutrons. Ces champs magnétiques peuvent aussi être produits par un liquide. Mais l'intérieur d'une étoile morte est le dernier endroit où l'on s'attend à voir s'écouler quoi que ce soit. Une étoile à neutrons est comme un gros morceau de matière de neutrons extrêmement serré. On appelle cela de la matière dégénérée, car elle ne peut être plus serrée. La plupart des matériaux que l'on comprime deviennent plus denses, mais ce n'est pas le cas de la matière dégénérée. On peut la comprimer, cela ne change rien. Les étoiles à neutrons font environ 20 km de diamètre, la taille d'une grande ville. Les étoiles à neutrons sont tellement massives, leur masse est tellement comprimée qu'elles finissent par déformer l'espace même. Il est impossible d'en visiter la surface. Tout ce que l'on construirait à partir de matériaux ordinaires serait immédiatement écrasé à la surface d'une étoile à neutrons. La gravité est si forte que la plus haute chaîne de montagnes se mesurerait en millimètres. Pourrait-il exister un liquide dans cet environnement hostile? Étonnamment, la réponse est peut-être oui. Certains scientifiques pensent qu'une étoile à neutrons n'a pas de noyau solide. Son intérieur pourrait se déplacer si librement qu'il serait rempli de ce qu'on appelle des superfluides, c'est-à-dire des liquides sans épaisseur ni viscosité. La viscosité permet de mesurer la résistance d'un fluide à l'écoulement. Une matière à basse viscosité, comme l'eau, s'écoule très facilement. On peut voir la vitesse à laquelle elle coule dans ce bol, mais le miel d'un autre côté est très visqueux. Plus le fluide est épais ou visqueux, moins il s'écoule et moins les choses peuvent se déplacer à l'intérieur de celui-ci. Un superfluide a une viscosité zéro. C'est un liquide si fin qu'il n'arrête jamais de couler. L'étrange fluide présent à l'intérieur d'une étoile à neutrons possède les propriétés de ce qu'on appelle un superfluide. Autrement dit, si on met en mouvement un courant de ce type, on peut provoquer un vortex à l'intérieur d'une étoile à neutrons. Et il continuera à couler sans cesse, sans jamais s'arrêter, car il n'y a aucune viscosité qui puisse interrompre le courant. Certaines étoiles à neutrons tournent comme des toupies, effectuant plusieurs rotations par seconde. Et comme l'hydrogène métallique sur Jupiter, cette région intérieure superfluide, transportant des particules énergétiques, génère un champ magnétique massif. Mais le champ magnétique d'une étoile à neutrons est des millions de fois plus puissant. Notre planète possède un liquide très agité à l'intérieur d'elle-même. Bien que personne ne l'ait jamais vu, la vie sur Terre ne pourrait exister sans lui. La vie, telle que nous la connaissons, ne pourrait exister sans éléments liquides. Sur Terre, on pourrait penser que l'eau est cet élément essentiel, mais il existe un autre liquide tout aussi vital. À 3000 km sous la surface où règne une chaleur de 7000 degrés, une mer de fer liquide de presque 1,5 km de profondeur enveloppe le noyau solide de la Terre.
Mais comment les scientifiques peuvent-ils être sûrs de ce qui se trouve à l'intérieur de la Terre? C'est exactement la question que pose Gina S. de Danbury, dans le Connecticut. Elle nous a envoyé un texto. Comment sait-on que la Terre a un noyau ferreux si on ne l'a jamais vu? Merci pour votre question. Les scientifiques peuvent déduire des choses indirectement quand ils ne peuvent les voir. Par exemple, on sait que la Terre possède un noyau de fer liquide autour d'un noyau de fer solide, car elle possède un champ magnétique. Et c'est le déplacement de ce liquide conducteur qui génère le champ magnétique. S'il n'y avait pas de champ magnétique, la vie sur Terre en souffrirait. S'il n'existait pas, toutes les particules chargées venant du Soleil et de l'espace s'élanceraient dans l'atmosphère et entreraient en interaction avec des cellules vivantes, provoquant de nombreuses mutations cancéreuses. Contrairement aux conditions qui règnent dans le noyau, celles à la surface transforment le fer en un métal tellement solide qu'on l'utilise pour construire des tours ou de longs ponts. Mais dans certaines régions éloignées de la galaxie, il y a des mondes tellement chauds et denses que le fer n'est rien de plus qu'une bruine humide. Elles sont pour la plupart sous-estimées et incomprises, trop grosses pour être des planètes, trop petites pour être des étoiles. On les appelle des naines brunes. Ces objets sont comme des versions XL de Jupiter. Ce sont des géantes gazeuses, mais elles sont 75 fois plus grosses. Dans une certaine mesure, les naines brunes sont des étoiles ratées. Elles ne sont pas assez massives pour produire des hautes températures et des pressions internes suffisantes pour enflammer l'hydrogène classique et brûler ensuite un bon moment. Ces étoiles sont quand même très chaudes. Et malgré leur nom, elles ne sont pas brunes. Si on était sur place, on pourrait voir une espèce de lumière rouge-orangée dégageant tellement de chaleur qu'on serait brûlé à proximité d'une naine brune. Elles sont tellement chaudes que leurs nuages ne sont pas constitués de vapeur comme sur Terre, mais plutôt d'une vapeur de fer gazeuse. À l'intérieur d'une naine brune, les pressions sont assez élevées pour que le fer sous forme de gaz se condense en liquide et par conséquent, il va pleuvoir des gouttelettes de fer sous forme liquide. Vraiment cool. C'est vrai, il pleut du fer sur les naines brunes. Heureusement, nous n'avons pas de pluie de fer sur Terre. Si on avait, ce ne serait pas très agréable. Ces gouttes de fer brûlantes frapperaient nos têtes, nos joues et nos bras et brûleraient. Ce ne serait vraiment pas agréable d'être frappé par ces gouttes brûlantes et lourdes. Jamais il ne tombe de fer liquide sur Terre, mais il est possible que cela se produise un peu partout dans l'univers. Notre galaxie est peuplée de naines brunes. On en trouve des dizaines de milliards, presque autant que de vraies étoiles. Mais notre galaxie est aussi habitée de mondes plus petits, plus rocheux et plus froids, qui ressemblent à la Terre. L'un des événements récents les plus incroyables est la découverte de la première planète qui pourrait peut-être avoir de l'eau à sa surface. Cette planète fait partie d'un système solaire tournant autour de l'étoile Gliese 581, à environ 20 années-lumière de la Terre. Les 4 planètes qui tournent autour de Gliese 581d en sont si proches qu'une année chez elles équivaut à 66 jours chez nous. Mais c'est bien si l'on cherche une planète sur laquelle il y ait de l'eau, car Gliese 581d est plus petite et moins chaude que notre Soleil. Selon certaines estimations, elle est 10 fois plus massive, et son diamètre est le double de celui de la Terre. Certains scientifiques pensent que cette masse importante pourrait être générée par des gaz. Gliese 581d pourrait donc ressembler aux géantes gazeuses de notre système solaire, comme Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune, qui comprennent beaucoup de gaz et très peu de liquide. Mais d'autres pensent que Gliese 581d
ressemblerait un peu à la Terre. Nous pensons qu'elle a une masse qui est 10 fois celle de la Terre, obtenue par simple empilement de matériaux rocheux. C'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle une super-Terre. Il pourrait également s'agir d'un mini-Neptune. Rien n'est encore sûr, mais c'est le premier objet qui pourrait ressembler à la Terre, en plus gros. Avec sa masse 10 fois supérieure à celle de la Terre, cette exoplanète pourrait se révéler être un monde d'eau couvert d'océans très profonds. La petite orbite de Gliese 581d implique que la gravité de son étoile parente maintient toujours le même côté de la planète face à l'étoile. Ce qui signifie que la moitié de la planète n'est jamais à l'ombre. Quand on regarde la Lune, on en voit toujours la même face. Cela pourrait se produire également sur une autre planète proche d'une étoile. La face éloignée de cette planète n'est jamais exposée à la chaleur. Elle est donc sans doute couverte de glace. Il devrait y souffler des vents très forts qui iraient de la face chaude à la face froide. Les vents créent des vagues. Même sur Terre, chaque souffle d'air pousse et attire la surface de l'eau. Mais si Gliese 581d est un monde fait uniquement d'eau, il n'y a pas de continent où les vagues se briseraient. Il y a des vagues d'1 kilomètre de haut qui avancent sur des kilomètres et des kilomètres. Si on veut surfer, c'est là-bas qu'il faut aller. Peut-être y a-t-il une surface solide sous ce grand océan, mais elle ne peut être semblable à ce que l'on connaît sur Terre. Il s'agirait d'un état solide de l'eau, connu sous le nom de Ice Set. Au lieu de moutons ou d'auto-tamponneuses, imaginons les molécules d'eau comme des canettes d'aluminium que l'on jetterait dans un conteneur. À des températures et pressions similaires à celles de la Terre, elles interagissent et se comportent comme un liquide. Lorsqu'elles gèlent, les molécules d'eau se transforment en une glace solide. C'est une structure moléculaire que les scientifiques appellent Ice 1. Si Ice 1 est celle que vous et moi utilisons, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie pour bouger, tant elle est froide. Un grand océan dans un monde d'eau ferait des kilomètres et des kilomètres de profondeur. Et comme sur Terre, plus l'océan serait profond, plus la pression serait grande. Si la pression est assez forte, il se produit un phénomène étonnant. L'eau se transforme en un type de glace solide et chaude. Si on augmente la pression d'un liquide, on peut le transformer en solide, car on comprime tellement les molécules et les atomes qu'ils sont comme parqués. Ils ne peuvent pas se déplacer les uns par rapport aux autres, ils ne peuvent pas s'écouler. De hautes pressions peuvent créer une variété de glaces solides, avec une structure interne différente de la glace gelée, ou Ice 1. Ce qui différencie Ice 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et cela va sans doute jusqu'à 10, et peut-être beaucoup plus loin, c'est en réalité la différence de pression. La différence que l'on connaît entre Ice 1 et les autres, c'est que pour les autres, la pression agit sur les canettes. Sur une planète aussi massive, la pression de l'eau peut atteindre plusieurs millions de fois ce que l'on connaît sur Terre. Cela signifie que l'Ice Set pourrait se former sous les océans de Gliese 581d. Si on plongeait dans cet océan, les 70% d'eau de notre corps deviendraient de la glace. Ce n'est donc pas une bonne idée. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens technologiques d'y mener une exploration. Si on recherche juste de l'eau liquide, il n'est pas nécessaire de voyager hors du système solaire. Nous avons un voisin qui possède plus d'eau que tous les océans de la Terre. Dans un univers de liquide, Europe, satellite de Jupiter, ne paraît pas être l'endroit où l'on pourrait en trouver. C'est un désert arctique, cerné de glace et ridé de fissures. C'est comme regarder la glace en Antarctique. Le dessus est glacé et solide, on voit des fissures qui pourraient détacher des parties les unes des autres, ce qui laisse penser que la surface flotte sur un élément liquide qui se trouve en dessous. Ce n'est pas juste un peu d'eau. Sous une couche de glace épaisse de 90 km, il y a un océan de 90 km de profondeur. C'est très profond. Il faudrait beaucoup creuser pour pouvoir pêcher à travers la glace sur Europe.
Plus petite que notre Lune et près de 3 fois plus loin du Soleil, Europe, au cours de son orbite, traverse le champ magnétique de Jupiter. Mais c'est une autre force jupitérienne qui empêche un monde aussi éloigné du Soleil de devenir glacé et solide. Elle acquiert de l'énergie à partir d'un petit élan gravitationnel de Jupiter, qui est très massive et crée des marées sur Europe, tout comme la Lune le fait sur la Terre. La gravité de Jupiter s'allie aux coups et poussées des autres satellites en orbite proche pour écraser et étirer Europe. La friction qui en résulte chauffe et fait fondre l'intérieur du satellite. Ce qui reste est de l'eau salée. C'est en grande partie de la bonne vieille eau, H2O, mais du sel et d'autres éléments y ont été dissous. Ce qui ressemble plus à l'eau en Europe serait l'eau salée de la mer Morte en Israël, où l'on a une très haute concentration de sel. On n'a pas très envie d'en remplir une bouteille. Il peut y avoir des liquides dans des endroits très inattendus. Mais aucun liquide n'est plus surprenant que celui qui a été récemment découvert et qui est aussi vieux que le temps lui-même. Il y a 14 milliards d'années, l'univers a débuté sous la forme d'un point infiniment petit. Il a jailli d'une explosion cosmique connue sous le nom de Big Bang. Il s'est agrandi et encore agrandi. Des particules étranges et des gaz se sont refroidis, puis rassemblés pour former des étoiles, puis des systèmes solaires et des galaxies. Mais remontons juste après le Big Bang, avant que les protons et les électrons ne se combinent pour former les premiers atomes. Tout filait, entrait en collision. Les éléments s'écrasaient l'un sur l'autre, si bien qu'on en est arrivé à ce qu'il n'y ait pas assez de liberté pour que les particules puissent trier, s'installer et s'assembler pour former les choses qui nous sont familières aujourd'hui. Au début, l'univers était comme un désert nu, brûlant à une température de millions de milliards de degrés. Une collection hasardeuse de particules que l'on appelle les quarks et les gluons. Les quarks et les gluons sont des constituants fondamentaux des noyaux qui forment nos atomes. Dans le premier 10 millionième de seconde de son existence, l'univers a connu une phase où tout n'était que quarks et gluons. De récentes simulations des conditions de l'univers naissant ont révélé que les quarks et les gluons ne volaient pas au hasard comme un gaz, et comme on s'y attendrait dans ces conditions. Ils étaient reliés et coulaient comme un liquide. Un excellent exemple de cela est le sable. Nous avons ici une poignée de sable qui est faite d'un tas de petites particules qui sont pour l'essentiel comme de petites pierres. Mais la façon dont elles entrent en interaction les unes avec les autres détermine la façon dont elles bougent ensemble pour nous donner quelque chose qui ressemble plus à l'écoulement d'un fluide qu'au comportement d'un solide. Et c'est la même chose pour les quarks et les gluons. Ils entrent en collision et c'est probablement ce qu'ils faisaient déjà lors de la naissance de l'univers. On voit des formes dans le sable qui ressemblent aux ondulations qui se produisent à la surface d'un océan, en réponse au vent par exemple. Et cela ressemble plus au comportement d'un fluide qu'à celui d'un liquide ou d'un solide. Les ondulations sont les traces laissées par un type de perturbation. Quand la matière est à l'état liquide, les ondulations s'étendent facilement. Cette capacité à transmettre les perturbations peut marquer une empreinte sur le destin final de l'univers. À ce moment de chaos critique après la création, la fluidité de notre univers naissant commençait à montrer les signes d'un avenir grandiose. Certaines parties du fluide étant légèrement plus denses que d'autres, des formes se sont créées, qui sont devenues ensuite la structure de ce que nous voyons dans l'univers tardif. Le mouvement fluide est brodé dans le tissu de l'espace